Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Forum des diasporas africaines. Nous avons ce matin écouté Monsieur le secrétaire permanent de l'OHADA à l'Assemblée plénière qui est venu nous parler de l'OHADA. Et nous sommes très fiers aujourd'hui d'organiser un débat sur ce thème. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois qu'on évoque ce thème de l'OHADA au Forum des diasporas africaines. Je voulais donc vous faire part de notre fierté de recevoir nos invités. Alors, Monsieur le secrétaire permanent de l'OHADA nous a parlé ce matin de l'OHADA parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore connu de tous. C'est important de faire connaître cette magnifique institution pour démontrer que l'OHADA, le droit, aujourd'hui, est le meilleur allié du développement en Afrique. Donc, nous avons souhaité approfondir ce sujet et vous présenter à celles et ceux qui n'ont pas encore la chance de bien connaître cette institution. Alors, tout d'abord, je me présente. Je suis Anne-Charlotte Gros, je suis la directrice de la Fondation pour le droit continental, dont l'objet est de promouvoir le droit continental et de démontrer que le droit et l'économie sont intimement liés et qu'il n'y a pas de droit sans économie comme il n'y a pas d'économie sans droit. Et aujourd'hui, nous pensons à la Fondation que le droit doit être au service des investisseurs, des entrepreneurs, des startups pour les aider à mieux se développer. Alors aujourd'hui, nous allons entendre les acteurs juridiques et économiques qui vont venir témoigner de leur expérience de l'OHADA. Ils vont aussi vous présenter l'OHADA pour que vous puissiez mieux comprendre cette institution et donc vous faire part de leur expérience. Alors, l'OHADA, très rapidement, pour rappeler ce que c'est, qu'est-ce que l'OHADA? Ce sont aujourd'hui 17 pays d'Afrique qui se sont réunis en 1993 pour choisir de créer un grand espace juridique, un espace où le droit des affaires serait le même pour tout le monde, pour toutes les entreprises, pour créer un espace attractif, juridique et économique et même comptable pour attirer les investissements étrangers, mais aussi favoriser les échanges. Donc, c'est ce droit des affaires harmonisé dans ces 17 pays dont nous allons parler. Et j'accueille comme premier invité Monsieur le ministre Mamadou Konaté, qui est avocat au barreau de Mali et de Paris, mais aussi ancien ministre du Mali, qui donc est un grand spécialiste du droit de l'OHADA. Monsieur le ministre, bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir et nous aimerions que vous nous présentiez ce qu'est l'OHADA pour faire comprendre à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ce qu'est cette institution et votre regard de praticien sur l'OHADA. Merci. Je vous remercie infiniment et c'est aussi une fierté pour moi que d'être présent dans le cadre du Forum des diasporas africaines. Bien évidemment, vous l'avez rappelé, pour parler d'une institution dont on entend souvent parler, mais que l'on connaît très peu, et très peu de gens vont encore à son contact. L'OHADA, c'est d'abord le couronnement d'une coopération juridique et judiciaire entre 17 États partis aujourd'hui qui ont en commun un droit matériel identique, homogène, qui s'applique en matière de droit des affaires, de droit des activités économiques, et qui donne l'occasion aujourd'hui à l'investisseur étranger qui arrive sur l'un quelconque de ces 17 États de ne se poser aucune question en ce qui concerne l'incidence d'un engagement contractuel qu'il prendra sur un territoire comme le Gabon en y installant une société anonyme qui va être donc la source principale de son activité et qu'il a besoin, par exemple, d'avoir un prolongement de cette activité en Afrique de l'Ouest, du Mali
ou du Sénégal ou du Niger, par exemple, sans compter la possibilité éventuellement d'étendre ces mêmes activités tout autour du Gabon, le Tchad, le Cameroun, par exemple. Donc, en ce qui concerne la possibilité de s'installer en tant qu'investisseur pour dérouler une activité économique, en ce qui concerne la structuration, un droit identique s'applique. En ce qui concerne la territorialité, quand on est présent dans le cadre économique tel qu'une société anonyme au Gabon, qu'on a une succursale en la forme d'une SARL au Tchad et au Mali, on n'a plus aucune difficulté parce qu'on est censé se trouver sur un même et unique territoire qui est celui de l'Ouada. Et enfin, cette démarche de droit matériel unique, de droit harmonisé, permet également d'uniformiser la jurisprudence qui est la mise en œuvre par le juge ou par les arbitres, on aura l'occasion d'entendre, de ce droit matériel qui, aujourd'hui, tout son couronnement à partir d'une juridiction suprême qui est celle qui dit le droit chaque fois que le droit matériel ouadais est mis en cause. Et cette juridiction suprême est installée sur un des territoires de l'Ouada, qui est la Côte d'Ivoire. Pendant très longtemps, on s'est plaint de disparités qu'il pouvait y avoir entre les différents droits applicables dans les différents États parties de l'Africain. Pendant très longtemps, on s'est plaint non seulement de la qualité de ce droit matériel, et pendant très longtemps, on s'est plaint également de la qualité des décisions de justice. Incontestablement, aujourd'hui, le droit OUADA est un droit de qualité identique au droit standard que nous connaissons, que ce soit dans les pays de civil law, que ce soit dans les pays de common law. Ce droit matériel aujourd'hui est tout aussi accessible aux professionnels africains que nous sommes, mais au-delà des professionnels africains, les professionnels du monde, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient américains ou qu'ils soient européens, par exemple. Et sans compter que la démarche en ce qui concerne la manière d'appréhender la mise en œuvre du droit OUADA se fait non seulement au moyen de la justice judiciaire, mais également au moyen de l'arbitrage dans le cadre des modes alternatifs de règlement des conflits. Et l'OUADA pose aujourd'hui d'un acte uniforme en matière d'arbitrage, d'un règlement d'arbitrage qui est celui de la CCJ, et ce règlement d'arbitrage, ce dispositif applicable donc à l'arbitrage pour régler les litiges s'étend au-delà du commerce national pour appréhender aujourd'hui tous les litiges qui naissent dans le cadre des investissements. Et en parallèle, le point saillant aujourd'hui, c'est non seulement ce dispositif qui s'applique à l'arbitrage, mais aussi un dispositif identique qui s'applique à la médiation, qui s'appelle la conciliation, dont la communauté OUADA également, les investisseurs qui soient chez ou qui soient locaux, disposent donc de ces voies pour régler leurs litiges. Dans l'ensemble, aujourd'hui, en tant que professionnel africain, au regard de ce qui se passe en matière de OUADA aujourd'hui, que ce soit le droit matériel ou que ce soit les modes alternatifs de règlement des litiges ou que ce soit la voie judiciaire, la seule petite réserve que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est encore une fois la qualité des décisions de justice. Le prochain défi de l'OUADA, ce n'est plus de créer un nouveau droit matériel, il y en a suffisamment. C'est de consolider ce droit matériel, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre par le juge judiciaire africain de ce droit. Et les plaintes que nous recevons, les insatisfactions que nous recevons viennent justement de la qualité, de la performance des décisions de justice. Merci beaucoup, merci Monsieur le Ministre. Nous accueillons, donc c'était très clair et merci pour cette présentation rapide parce qu'on ne peut pas résumer l'OUADA en quelques minutes. On pourrait y passer des heures. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, nous accueillons Madame Soraya Ouattani. Madame Ouattani est responsable juridique de l'IETP, qui est une société qui accompagne les entrepreneurs en Afrique, mais elle a également travaillé pour Afrique Invest en tant qu'investisseur pendant de nombreuses années. Donc, aujourd'hui, nous aimerions avoir votre regard
en tant qu'investisseur, quel est votre regard aujourd'hui sur l'OADA? Est-ce que c'est une terre d'opportunité pour l'investissement? Et quel retour d'expérience vous pouvez nous faire sur l'OADA? Merci Anne-Charlotte de cette introduction. Comme vous l'avez dit, je travaille pour Investisseurs et Partenaires, qui est un fonds d'investissement ayant une dimension d'impact dédiée à l'Afrique et l'Afrique subsaharienne tout particulièrement. Et c'est pourquoi la zone OADA nous intéresse en grande partie dans le cadre de notre activité. Donc nous, en tant qu'investisseurs, quand on décide d'investir dans une société, nous sommes attentifs à deux types d'éléments. Ce sont bien sûr des éléments qui sont propres à la société dans laquelle nous investissons, donc qui vont être relatifs à sa valorisation, à son activité, à son potentiel de développement, mais également à l'environnement juridique dans lequel cette société est active. Et cet environnement juridique doit pour nous nous permettre d'avoir à la fois des instruments juridiques souples et sophistiqués, mais aussi nous permettre d'avoir des recours aussi bien devant les juges étatiques ou les juges arbitraux, pour pouvoir garantir un peu la sécurité juridique et la stabilité surtout de notre investissement. Et dans ces deux dimensions, il faut noter vraiment que le droit OADA, ces dernières années, s'est réformé de telle façon à être suffisamment sophistiqué, souple et une certaine stabilité juridique aux investisseurs étrangers. Et si bien que certains membres de la doctrine qui ont commenté la réforme, notamment du droit des sociétés, qui a été introduit par l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique en 2014, a été considéré par certains comme étant plus sophistiqué parfois que le droit français, par exemple, parce que le droit OADA, comme l'a si bien rappelé Monsieur le ministre, cette spécificité d'avoir mixé le droit français et le droit de la common law en prenant vraiment, en essayant de prendre vraiment le meilleur de chacune des traditions juridiques qui sont pourtant généralement opposées. Donc de ce point de vue-là, le droit OADA a vraiment réussi à relever un premier défi qui est d'offrir une stabilité et des instruments juridiques forts pour les investisseurs internationaux. Concernant le deuxième défi, qui est vraiment par rapport à la sécurité juridique, comme l'a aussi très bien expliqué Monsieur le ministre, l'arbitrage de la CCJA dans l'espace de la zone OADA est également un défi qui a été relevé par la zone OADA d'une façon assez originale. C'est-à-dire que d'habitude, nous avons bien sûr des centres d'arbitrage comme la CCI, la Chambre de commerce internationale de Paris, ou la SCIA de Londres, qui sont de simples centres d'arbitrage qui ont un règlement, qui organisent la procédure d'arbitrage selon des règles et qui ensuite rendent des décisions, permettent de rendre sous leur égide des décisions qui sont définitives pour les parties au litige. Et parfois, bien sûr, ces décisions ne peuvent être opposables et non contestables qu'à la condition de respecter certaines obligations et certaines conditions de fond et de forme, notamment sur l'impartialité des arbitres et la compétence du tribunal arbitral. Et en général, lorsque l'on veut faire une contestation de cette sentence arbitrale, il faut se retourner devant un juge étatique. En ce qui concerne l'arbitrage de la CCJA, cette contestation ne se fait pas devant un juge étatique comme on devrait le faire dans une sentence arbitrale classique, mais elle se fait devant la cour d'arbitrage de la CCJA, qui agit un peu comme une juridiction suprême. Et c'est un effort considérable qu'ont concédé les États membres de l'OADA
à cette cour d'arbitrage qui est une cour d'arbitrage vraiment unique en son genre dans le monde et qui assure aussi une force juridique très forte aux décisions des arbitres qui sont rendus sous son égide, puisqu'il met en place, le droit WADA met en place une procédure d'exécution des sentences arbitrales rendues dans le cadre du règlement d'arbitrage CCJA, très forte. Il y a par exemple une exéquature. Donc, quand on a une sentence arbitrale, pour la faire exécuter dans un pays donné, on doit passer par un juge local du pays dans lequel on doit accorder l'exécution de la sentence arbitrale. Et cette procédure-là s'appelle l'exéquature. Et dans le cadre de cette exéquature, justement, qui serait une application de la sentence rendue sous l'égide de la CCJA, elle est simplifiée parce que cette procédure prend 15 jours pour être accordée par le juge étatique. Et en cas de non-réponse du juge étatique dans le délai de 15 jours, la sentence arbitrale est considérée comme ayant force exécutoire d'office dans le pays dans l'État membre de l'espace WADA dans lequel on demande à être exécuté. Donc, de ces deux points de vue-là, aussi bien en termes de sophistication des instruments juridiques, de la souplesse aussi qui est demandée par les investisseurs étrangers, et de la stabilité et de la force juridique qui doit concerner le respect des engagements des parties dans une transaction d'investissement, l'OADA a vraiment réussi à mettre en place un système assez unique et assez efficace dans son espace, qui est de nature vraiment à rassurer et à attirer des... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour c'est effectivement les LOADA ne manquent pas d'atouts et on voit que effectivement de fait de sa présence, il y a une réelle zone attractive qui s'est construite depuis des années. Merci beaucoup à tous pour vos retours d'expérience et vos témoignages sur comment vous vivez l'OADA aujourd'hui. Ce débat aussi est l'occasion d'interroger aussi l'avenir de l'OADA et de voir quels sont les défis qui pourraient être relevés dans les 5 prochaines années. Un secrétaire permanent de l'OADA est arrivé récemment. Et donc, il y a beaucoup encore de choses à faire pour que l'OADA soit une réussite totalement accomplie. Nous avons les textes, nous avons l'institution, et maintenant, il faut faire vivre l'OADA, la diffuser. Voilà, donc je voudrais avoir l'avis de mes intervenants sur aujourd'hui, selon eux, quels seraient les défis à relever pour l'OADA, et je me tourne vers Monsieur le ministre. Professionnels africains qui soient juristes d'une part, qui soient des professionnels du chiffre ou des taxes d'autre part, de manière à ce qu'ils puissent encore et davantage s'approprier ce droit qui a la particularité de ne plus être qu'un droit africain, mais un droit quasi universel parce qu'il répond de l'attente des investisseurs. Le deuxième défi majeur, c'est le défi de la domination et de l'extension éventuelle de ce droit matériel vers d'autres champs. Quand je parle de domestication, c'est de mettre le plus possible en conformité ce droit matériel de l'OADA avec l'environnement des affaires en OADA, avec les activités économiques en OADA, avec presque le psychique, le psychologique et le mental des acteurs économiques pris dans cet espace de l'OADA.
Et le troisième défi, qui n'est pas le moindre, c'est véritablement rendre opérationnelles les langues de l'Oada. Nous avons l'inconvénient d'avoir 4 langues, le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Mais encore une fois, des langues comme l'anglais d'une part, le portugais et l'espagnol faiblement utilisés en raison du nombre moins important de territoires sur lesquels ou dans lesquels on parle ces langues. Mais le fait de mobiliser davantage encore le droit matériel à travers ces langues nous donne une grosse possibilité non seulement de diversification de ce droit matériel, d'extension de ce droit matériel, notamment des professionnels qui sont d'origine portugaise, qui sont d'origine espagnole et qui sont même anglais ou anglo-saxons. Et le quatrième point, qui est l'un des défis majeurs, c'est véritablement l'appropriation de ce droit par les juges africains. Nous avons l'inconvénient aujourd'hui d'avoir une justice OHADA qui est d'instance et d'appel. Et je vous ai indiqué la dernière fois qu'au niveau Cour de cassation, la juridiction suprême est celle qui est installée à Abidjan dans le cadre de la CCJA. Il y a encore une longue distance entre la Cour commune de justice de la juridiction suprême et les juridictions d'appel. Il se passe beaucoup de temps en aller-retour entre la juridiction d'appel et la juridiction suprême d'une part. Il se passe encore plus de temps entre les juridictions d'instance lorsqu'elles statuent en premier et en dernier ressort et qu'il y a un recours qui est formé contre leur décision, notamment par devant la Cour commune de justice d'arbitrage. Et également, il y a encore une très grosse distance à l'intérieur d'un seul territoire. Le Mali est vaste de 1 240 000 km. Et le droit OHADA, ce n'est pas seulement dans les capitales urbaines, c'est aussi en dehors des capitales urbaines, ce qui fait que les juges, le plus loin possible du centre urbain, peuvent se retrouver totalement déroutés. Et je pense que la grande révolution aujourd'hui, de la manière dont on a pu éventuellement faire un melting pot de juges venant d'horizons divers qui siègent au niveau de la Cour commune de justice d'arbitrage, c'est aujourd'hui expérimentale au niveau des juridictions d'appel, la création de chambres spécialisées OHADA. D'autre part, ces chambres spécialisées peuvent être composées de juges nationaux et de juges communautaires venant d'Afrique de l'Ouest d'une part et d'Afrique centrale d'autre part, sans compter que les juges peuvent venir également des Comores. Ce processus va donner un nouvel élan à l'OHADA, une nouvelle dynamique à l'OHADA. Ceci va permettre donc de faire face au défi le plus important, qui est le défi de la justice, de la qualité de la décision de justice, le défi de l'implication des juges judiciaires. Merci, Monsieur le Ministre. Et maintenant, je me tourne vers Madame Ouertani. Pour vous, quels sont les défis à relever pour les 5 prochaines années pour l'OHADA? Donc pour nous, les défis que doit relever l'OHADA dans les prochaines années, ils sont de plusieurs ordres en tant qu'investisseur. Comme je vous l'ai dit, le droit OHADA et l'acte uniforme des sociétés, par exemple, nous permet d'avoir des outils juridiques et de recourir à des outils juridiques assez sophistiqués qui doivent être retranscrits dans des documents contractuels. Et ce qui manque encore aujourd'hui au droit OHADA, c'est vraiment une uniformisation du droit des contrats, parce que nous avons bien sûr plusieurs matières, le droit des sociétés, nous avons le droit commercial, le droit des sûretés, le droit des voies et procédures d'exécution, qui sont toutes plus ou moins touchées par le droit des contrats, mais il nous manque la colonne vertébrale de toutes ces matières pour les faire vivre, qui est le droit des contrats. Et c'est un défi vraiment qui est énorme, et je sais que c'est une réflexion que l'organisation mène depuis des années déjà. Donc ça, si on pouvait avoir un droit uniforme au niveau des contrats, ce serait déjà une avancée incroyable. Ça nous permettrait d'avoir plus de visibilité
et de ne pas être dépendant des pratiques et des interprétations vraiment ni des subtilités de chaque droit national, ça permettrait aussi de ne pas avoir à recourir non plus à des droits, à des contrats tirés par exemple du droit français pour une application en zone WADA. Donc, et ça permettrait aussi de relocaliser vraiment le droit des contrats dans l'espace WADA. Le deuxième point qui pourrait être aussi relevé, ce serait peut-être une meilleure uniformisation au niveau des formalités et des administrations de l'espace WADA pour pouvoir justement mieux intégrer aussi dans chaque administration des États membres les différents outils juridiques qui sont à notre disposition en droit des sociétés, dans les procédures vraiment du droit des sociétés au sein de chaque espace. Également aussi pour l'opposabilité des contrats. Par exemple, au Cameroun, les contrats sont soumis à un droit d'enregistrement de 2% pour pouvoir offrir au contrat qui est signé et qui devrait être exécuté au Cameroun, une opposabilité aussi bien pour invoquer l'exécution d'un contrat au tribunal que pour l'opposer à la partie adverse. Donc cette réforme aussi des formalités et cette uniformisation de ces formalités est aussi un point important. Et le dernier point important qui est fondamental aussi pour nous en tant qu'investisseurs, c'est uniformiser aussi la fiscalité, surtout lorsque nous avons des fonds d'investissement, parce que la spécificité des fonds d'investissement, en fonction de la juridiction dans laquelle ils sont créés, peuvent être soit des sociétés qui ont une fiscalité qui leur est propre, soit ce sont des entités juridiques transparentes fiscalement, ce qui oblige vraiment à tenir compte à la fois de la fiscalité de la société dans laquelle on investit, mais aussi des investisseurs dans le fonds. Et avoir une fiscalité uniforme dans la zone WADA permettrait vraiment d'avoir une meilleure visibilité et une plus grande simplification pour les investisseurs internationaux tels que les fonds d'investissement panafricains qui pourraient investir dans la zone. Merci beaucoup. Et ma dernière question sera la question du cœur. Si vous aviez un mot pour définir l'OADA, quel serait votre mot en très peu de temps pour évoquer l'OADA et votre opinion personnelle sur cette magnifique institution? Monsieur le ministre. Un territoire unique, un droit matériel identique, une juridiction suprême, le tout dans une dynamique professionnelle au service des seuls investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Merci. Et Madame Ouertani? Alors, pour moi, ce qu'évoque l'organisation et le droit WADA, c'est vraiment à l'image de sa diaspora. C'est-à-dire qu'on voit depuis plusieurs années la diaspora africaine qui s'est formée à l'étranger revenir faire profiter le continent de l'expérience acquise à l'étranger. Et c'est vraiment comme ça, j'ai l'impression que le WADA a été construite. Et notamment, c'est les actes uniformes. Et je trouve que c'est une dynamique très intéressante et qu'il faut donc continuer dans le futur parce que ça crée vraiment un environnement assez unique. Merci beaucoup, Madame. Et maintenant, je me tourne à présent vers Madame Nafissatou Kiné, qui est la fondatrice et la dirigeante d'une start-up qui s'appelle Sumulex Africa, qui s'est lancée dans la diffusion du droit et la démocratisation des règles juridiques. Donc, chère Madame, est-ce que vous pourriez nous parler de l'importance de la diffusion du droit WADA et de votre expérience de l'OADA en tant que start-up? Merci Anne-Charlotte de me recevoir dans ce forum. Oui, effectivement. Alors, l'OADA en tant que start-upeuse, qu'est-ce que ça signifie?
Lorsqu'on est une start-up, en fait, finalement, on prend beaucoup de risques très souvent. Et pour compenser ces risques, on va chercher principalement à trouver des règles qui vont permettre un petit peu de sécuriser nos risques. Ces règles, bon, c'est des règles juridiques par exemple, c'est la possibilité de savoir qu'avec l'OHADA, si on crée une structure quelque part, eh bien, les mêmes règles juridiques de création de la structure s'appliqueront sur 17 pays lors de l'ouverture d'une succursale. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour une start-up qui n'a pas beaucoup de fonds? Ça veut dire qu'on économise en frais de conseil juridique, donc on économise les frais relatifs à la création ou au conseil qu'on va recevoir pour mettre sur pied une nouvelle structure dans les autres pays où on va s'implanter. Donc ça, c'est un des avantages très nets que j'ai pu constater de l'OHADA. L'autre avantage que j'ai pu constater en zone OHADA qui ne se retrouve pas forcément dans les pays les plus avancés, c'est que dans la plupart des pays, il a été mis en place un système guichet unique qui permet de créer sa structure en 48 heures sans passer par différents bureaux. Et ça, c'est un net gain de temps et d'argent pour une start-up. Autre chose, donc tout en parlant de sécurité juridique, pour revenir à la question sécuritaire, il est très important lorsqu'on s'aventure dans l'aventure entrepreneuriale, c'est très important de savoir à quelles règles on sera soumis et en cas de litige, quelles seront les solutions qui seront appliquées. Et avec l'OHADA, sachant que l'on a les mêmes règles qui s'appliquent dans 17 pays, ainsi que la même jurisprudence, eh bien, c'est très confortable lorsqu'on crée sa structure ou lorsqu'il y a un litige qui se pose dans cette zone. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, donc, quels sont les enjeux, d'après vous, que l'OHADA doit relever dans les 5 prochaines années? Selon moi, les défis à soulever par l'OHADA les 5 prochaines années concernent essentiellement la prise en compte du monde du digital en Afrique. De plus en plus de jeunes startups africaines créent des solutions, notamment dans le domaine du microcrédit, dans le domaine du e-commerce, dans le domaine du e-banking, notamment avec le mobile money qui est assez connu. Et ce sont des domaines qui souvent sont laissés totalement à l'abandon par l'OHADA. Il serait donc intéressant peut-être pour les startups de savoir, par exemple, si je conclus un contrat électronique au Sénégal avec un client qui se trouve au Kenya, est-ce que ce contrat électronique finalement est valable, puisque certains pays, par exemple le Sénégal, réglementent la question du commerce électronique, mais l'exemple du Kenya n'est peut-être pas la meilleure, par exemple avec le Tchad, où il n'y a pas de corpus juridique concernant les contrats électroniques. Quelle sera la valeur justement de ce contrat? Et il serait intéressant que l'OHADA se saisisse de ces questions très importantes, puisque du coup, avec la pandémie que nous rencontrons actuellement, de plus en plus de transactions et de business se font en ligne via le digital, les contrats se concluent en ligne, les paiements se font en ligne, les litiges doivent pouvoir se régler en ligne, les sociétés doivent pouvoir tenir leurs réunions de leur structure exécutive en ligne. Alors, il serait très intéressant que l'organisation de l'OHADA se saisisse de ces questions pour, encore une fois, assurer un tout petit peu plus de sécurité juridique aux entreprises qui investissent donc dans l'espace OHADA et peut-être un petit peu au-delà dans quelques années. Puis en plus, désormais, avec la mise en œuvre prochaine de la ZLECA, il est très important que l'OHADA se saisisse de ces questions. J'oublie encore la question de la protection des données personnelles. De plus en plus de startups créent leur business model sur l'exploitation des données personnelles qu'ils collectent. Il serait intéressant que l'OHADA se prononce sur cette question pour éviter que, par exemple, des entreprises qui ont créé tout leur business model sur l'exploitation de ces données ne se retrouvent finalement en porte-à-faux une fois que l'OHADA aura réglementé ces questions. Puis, avec la mise en œuvre prochaine de la ZLECA, il serait intéressant peut-être que l'OHADA elle-même ou en concertation avec l'Union africaine se saisisse de ces questions, puisque finalement, lorsqu'on fait du commerce électronique, lorsqu'on traite des données personnelles, souvent c'est à l'échelle nationale, régionale et continentale, voire même, et très urgent, que ces questions soient réglées.
il me semble important de rajouter que le droit OHADA doit être diffusé de manière encore plus large. Dans cette période de crise, nous avons besoin d'attirer de plus en plus d'investisseurs en Afrique et de créer de plus en plus d'emplois, en tout cas pour ceux qui peuvent créer leur propre emploi comme entrepreneurs. Et pour ce faire, l'entrepreneur a besoin de savoir quelles sont les informations qui s'appliquent lorsqu'il arrive sur place. La même chose pour l'investisseur. Et actuellement, lorsqu'on fait par exemple une recherche basique sur Google, les informations relatives au droit OHADA sont très, très, très restreintes pour le citoyen lambda ou l'entrepreneur qui cherche à accéder à une information compréhensible sur les droits OHADA. Et pour les juristes, eh bien, c'est un casse-tête incroyable. C'est vrai qu'il y a le site de l'OHADA qui permet d'accéder à certaines informations, mais il n'est pas très intuitif, pas très facile d'utilisation, et l'on se perd. Et donc, ça peut être très démotivant pour un entrepreneur ou pour un investisseur de venir investir dans une zone où l'information n'est pas aussi facile d'accès. Surtout, l'enjeu aussi majeur, c'est que la ZLECA se met bientôt en place. Et donc, il serait important que l'OHADA sorte encore plus du bois pour montrer qu'il y a déjà un corpus juridique prêt à s'appliquer pour les entrepreneurs et investisseurs qui veulent aller à l'assaut du continent. Et d'ailleurs, petit rappel, donc Sunulex aide à la diffusion des droits OHADA et on peut davantage participer à cette mission de diffusion. Voilà, et on y participe déjà d'ailleurs avec notre plateforme Sunulex.africa. Vous pouviez résumer en une minute ce qu'évoque l'OHADA pour vous à titre personnel. Quel est le mot que vous souhaiteriez dire? Alors pour moi, l'OHADA évoque essentiellement une opportunité, puisque du coup, avec la base de données que nous créons avec Sunulex, nous sommes sur 17 pays africains et il se trouve que l'ensemble de ces 17 pays sont couverts par l'OHADA. Donc, c'est très, très pratique pour nous de pouvoir annoncer notre présence sur 17 pays grâce à l'OHADA. Merci beaucoup, ce fut passionnant et grâce à vous, on en sait beaucoup plus sur l'OHADA. Je rappelle que c'est un exemple aujourd'hui dans le monde qui sert de modèle pour l'Europe. Notre fondation soutient le projet de Code européen des affaires et très souvent nous rappelons le modèle de l'OHADA comme un modèle qui doit inspirer l'Europe. Voilà, donc nous faisons le vœu à la fois que l'OHADA vive encore de très nombreuses années et se renforce, mais aussi le vœu que l'Europe s'inspire de ce magnifique modèle. Voilà. Je vous remercie toutes et tous et puis je vous dis à très bientôt pour un autre sujet sur l'OHADA.